La maison princière de Mérode est une grande famille liée à l'histoire de la plupart des cours européennes. La Belgique voisine lui doit notamment son indépendance. Je vais de suite à la rencontre de cette famille, au destin romanesque. Bonjour William. Bonjour Camini. Quelle classe, quelle élégance. Alors William, vous êtes donc en quelque sorte le majordome du château. De cette magnifique demeure. Le couteau suisse, mais ça remonte à des générations. C'est cela, oui. J'ai des ancêtres qui ont déjà travaillé pour la famille Mérode. Donc ça remonte encore plus loin. Bien plus loin que cela, oui. Ça remonte même à la préhistoire. On a retrouvé des traces de votre famille à la préhistoire. Quand j'arrive ici, moi je suis émerveillé par la taille de l'endroit. Et aujourd'hui, on peut profiter de ce château style Louis XIII. Alors le style Louis XIII est très reconnaissable de par cette façade, de par cette symétrie qu'on retrouve aussi bien à l'avant qu'à l'arrière d'un château. On va retrouver également ces chiens-ci, les fenêtres carrées qu'on a là-haut, les œils de bœuf également, avec cette montée d'escalier en fer à cheval qu'on retrouve ici, similaire à Fontainebleau. Et donc tous les tableaux que nous voyons ici, ce sont des gens de la famille Mérode. C'est cela, ce sont des ancêtres de la famille Mérode, mis à part ce tableau qui nous annonce le comte de Hainaut. Le comte de Hainaut régissait l'ensemble du territoire ici et nous étions sur une terre espagnole. Et bien sûr, moi aussi, mes ancêtres sont aussi dans la pièce, comme vous pouvez le constater. Vous avez vu tonton là? Ma famille, ça. Eh bien, je vous invite à venir découvrir la chapelle. Et voici la chapelle Camini. Une chapelle de 1860. Vous avez une chapelle à domicile. C'est bien cela, oui. Mais cette chapelle, à qui est-elle dédiée? Elle est dédiée à ce personnage, à Xavier de Mérode, qui va avoir une immense importance pour l'église du 19e siècle. Qui était un ancien militaire. Mais qui va quitter l'armée pour se vouer à une carrière religieuse. Il va, entre autres, devenir le camérier du pape Pie IX. Le pape Pie IX donc, reste très proche jusqu'à la fin. Jusqu'à sa mort, puisque d'après la légende, il serait mort dans les bras de Pie IX. Ce tableau, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il représente? C'est ce qu'on appelle une obéite. C'est un tableau funéraire qui rend hommage à la feu princesse Micheline de Mérode, la mère, la grand-mère du marquis de Trélon, qui est décédée en décembre 2017 à l'âge de 100 ans. Et donc on peut découvrir sur la gauche les armes de son époux Mérode, avec la devise « plus d'honneur que d'honneur », et à droite ce sont les armes de sa famille paternelle, les Gontaut-Biron, très grande famille de noblesse française. Et Camini, avant que vous ne rencontriez le propriétaire des lieux, j'aimerais vous présenter cette dame, Louise Victoire Albertine, comtesse de Spangen. Cette dame va épouser un Mérode et va marier une de ses filles à un célèbre prince, le prince Charles III de Grimaldi. C'est une époque où la famille de Monaco est en légère difficulté, c'est ça? Très grande difficulté. Cette dame va avoir des idées de développement et va conseiller en quelque sorte son gendre, le prince Charles III. Et c'est comme cela que Monaco va construire le tout premier casino. C'est comme cela que les caisses de l'État vont se remplir. Et c'est notamment grâce à cette dame que l'idée viendra au prince Charles III de supprimer l'impôt à Monaco. Donc c'est une femme des temps modernes, c'était une femme d'affaires quelque part. Exactement, c'est bien cela. Bravo madame, bravo. Redoutable. Redoutable. Eh bien, je vous propose de vous présenter au propriétaire des lieux, Philippe, marquis de Trélon. Bonjour Camini. Bonjour Philippe. Soyez le bienvenu au château de Trélon. Écoutez, merci, on est vraiment ravis d'être là, enchantés de découvrir le château et tous ces mystères, parce que j'imagine qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Merci William, merci beaucoup. Merci à vous. Merci William. Alors nous sommes ici, Camini, près d'un personnage phare de la famille, mais également pour l'histoire de l'Europe elle-même, puisqu'il s'agit de mon 5 fois arrière-grand-père, qui s'appelait Félix de Mérode, et qui a été l'un des créateurs de la Belgique. On est en 1830. Son père, qui quelques années plus tôt a été le bourgmestre de Bruxelles, donc le maire de la ville de Bruxelles, quand éclatent les émeutes contre le gouvernement hollandais qui avait donc la mainmise sur la Belgique à l'époque. Et Félix de Mérode, dont la famille a été très touchée par les événements révolutionnaires français quelques années plus tôt, n'ont pas envie que les émeutes de Bruxelles tournent en révolution. Mais il refuse le titre de roi, il ne veut pas devenir roi. Alors, il ne veut pas devenir roi, même s'il en aurait eu la légitimité au sein de l'Assemblée. Il préfère mettre quelqu'un sur le trône qui va avoir la légitimité au point de vue européen. C'était un peu un visionnaire, ce Félix. Il a d'ailleurs été l'un des rédacteurs de la Constitution belge. Donc, à ce titre, il est l'un des pères fondateurs de la Belgique. Où allons-nous? Eh bien, la bibliothèque. Ça, c'est, oui, bibliothèque. Et combien de livres ici? 3000. Plus de 3000 livres anciens.
Toute cette histoire, comment on la porte au quotidien? C'est sûr qu'il y a une certaine gestion, mais je suis pas tout seul. J'ai ma famille, j'ai mes parents, j'ai mon frère. À l'époque, j'avais ma grand-mère qui vivait en ces lieux, c'était vraiment sa demeure. Et quand on vient visiter Trélon, on vient pas visiter un musée, on vient véritablement dans une demeure de famille. Aujourd'hui, le château de Trélon est ouvert au public. C'était une véritable volonté de ma famille d'ouvrir le château et de partager finalement toutes ces richesses. Êtes-vous déjà rentré dans une chambre de princesse? Ah, j'ai réfléchi. En fait, j'ai pas besoin de réfléchir très vite. Hein. Non, ça m'est jamais arrivé. Waouh. Et voilà. Alors c'est ça, une chambre de princesse. La voilà, ma grand-mère. Et c'est l'une des premières femmes à avoir fait Sciences Po à Paris. Je me souviens quand j'ai découvert ça moi-même, j'étais assis à côté d'elle ici dans la chambre. Je feuilletais quelques vieux bouquins. Et notamment, je suis tombé sur un bouquin de sciences politiques avec marqué Micheline. Et je dis, bonne maman, vous avez fait Sciences Po? Puis elle me dit, oui. Mais je dis, mais c'est quand même incroyable d'avoir fait Sciences Po juste avant la guerre. On est en 1937 quand elle suit ses études. Elle me répond cette réponse qui me restera toujours. Mais enfin, mon chéri, ça n'a rien d'exceptionnel. J'habitais juste à côté de l'école. J'ai appris par la suite qu'elle avait été un major de sa promotion. Est-ce qu'on peut dire, Philippe, que vous avez vécu avec votre grand-mère? En fait, j'habitais pas dans le château quand j'étais petit, j'habitais avec mes parents dans la maison qui est juste derrière le château. Donc, on allait voir ma grand-mère au château, c'était quelque chose de tout un cérémonial. On arrivait au petit perron, on sonnait. Et puis, ce qu'on espérait, in fine, c'était recevoir la petite plaquette de chocolat. Ça, c'est le côté belge, ça. Hein. Chocolat belge, tout Exactement, ça. Ah oui. exactement. Eh bien, merci, Philippe. Justement, on va parler d'un produit régional phare ici. Le maroilles a fait sans conteste de la Thiérache un pays au patrimoine gastronomique renommé. Alexandre nous ouvre les coulisses de la fabrication du maroilles. Et vu que nous sommes pas loin de la Belgique, moi, je me rends direction Chimay.